L'objectif de l'éco-industrie locale est d'inventer une autre manière de produire les objets de notre quotidien. Nous sommes tous conscients d'habiter une même terre aux ressources limitées. Notre manière de consommer et de produire doit changer profondément. C'est pour cette raison que nous inventons les bases d'un nouveau système productif qui sert des valeurs humanistes, d'équité sociale, de partage, d'écologie, plutôt que de servir aveuglément le capital et de gaspiller nos matières premières et nos énergies. L'éco-industrie locale souhaite stimuler l'intelligence collective en créant des réseaux interactifs de consommateurs et de producteurs qui partagent une même charte de valeurs. Il s'agit que les citoyens d'un territoire se réapproprient une technologie raisonnée à faible empreinte écologique. Ces objectifs peuvent être satisfaits en fabriquant des objets solides et réparables dans des structures coopératives locales, en respectant un juste équilibre entre le travail de l'humain et le travail des machines. La production des parapluies est une première expérimentation du concept de production de l'éco-industrie locale. Nous nous inscrivons dans l'économie du partage et de la solidarité, visant plus d'autonomie pour nos territoires. Nous souhaitons ainsi contribuer à la transition vers une société plus humaine et plus responsable. Le monde de demain sera celui que nous construisons aujourd'hui. Rejoignez l'éco-industrie locale. Bonjour et merci d'être avec nous en différé pour enregistrer ce petit morceau à l'avance. Donc nous accueillons par rapport à une conférence qui s'intitule l'application des réels des low-tech dans la société, et on s'intéresse particulièrement à votre travail sur la possibilité d'une éco-industrie locale et comment vous voyez justement l'intégration de technologies plus souples pour répondre aux besoins de l'avenir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, bonjour à tout le monde. Et pour me présenter rapidement, moi j'ai une formation d'ingénieur en mécanique. Je me suis beaucoup intéressé aux machines spéciales assez rapidement et j'ai créé ma première société d'engineering en 89. J'ai commencé comme indépendant et je concevais des machines spéciales pour l'industrie. Donc déjà c'était les lignes automatisées dans les années 90. Rapidement, j'ai créé une SARL et j'ai eu 2 salariés, concepteurs, produits industriels, une secrétaire, etc. Et puis on s'est installé avec un atelier. Donc là, je fonctionnais avec des sous-traitants pour la fabrication, l'usinage des pièces mécaniques des machines que l'on concevait. Et on a commencé à faire des machines spéciales et des lignes automatisées, entre autres pour des grands comptes comme Valeo. Donc Valeo a été un des précurseurs aussi des externalisations en Pays-Bas de leurs machines, de leurs équipements de production. Et c'est là que j'ai pris conscience des problématiques, des politiques de ces grands groupes industriels. Et je me disais que ça pourrait pas durer longtemps comme ça parce que leurs objectifs n'étaient pas du tout de faire de la technologie qui va dans le bon sens, mais faire de la technologie qui rapporte au capital, puisque c'est l'objectif de ces grands groupes industriels. Est-ce que vous pouvez présenter également votre collectif du coup éco-industrie locale, parce qu'il me semble que vous travaillez avec plusieurs autres personnes. Où est-ce que vous agissez? Qu'est-ce que vous faites? Oui, alors il y a eu, chronologiquement, il y a eu la sortie de mon livre en septembre 2014, vers une éco-industrie locale aux éditions Yves Michel. Et suite à la publication de ce livre, j'ai commencé à faire des conférences à Toulouse pour expliquer un petit peu le concept. Et c'est là que des gens m'ont rejoint, m'ont dit, mais bon, la plupart c'était quand même des ingénieurs, puisque c'est le domaine qui leur parle. Et donc ces gens-là m'ont dit, mais il faudrait qu'on se mette ensemble et qu'on fasse une application concrète, qu'on mette en place ce que vous décrivez, qui est pour l'instant dans le livre, mais bon, voilà, qu'on passe à l'application concrète. Donc c'est un petit peu comme ça
que le collectif s'est constitué assez rapidement. J'ai continué à faire des conférences sur la région toulousaine et en quelques mois, je veux dire en 6 mois, on était déjà une dizaine de personnes à constituer ce collectif. Donc on a créé une association de développement du concept. L'objectif, c'était faire la promotion du concept au départ, pas de monter une entreprise, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail en amont, de réflexion. Et le travail de ce collectif, où on a été entre 10 et 12 personnes, pendant 2 ans, ça a été de participer à des manifestations dans la région. On a fait les 2 Alternativa, donc 2015 et 2017 à Toulouse. Et puis beaucoup de petits salons autour de la transition, aussi de nous mettre en lien avec beaucoup d'associations de transition qui étaient assez actives dans la région toulousaine. Et ça aboutit aussi à une expérimentation grandeur nature pour la production d'un parapluie. Donc ça a été pour ce parapluie, donc j'ai développé toutes les petites machines spéciales et outillages qu'il fallait pour fabriquer en série ce parapluie, parce que l'objectif était de faire une démonstration technologique de concepts que j'avançais quand j'explique comment on produit en série. Donc je me suis retrouvé, j'ai un atelier de mécanique générale donc chez moi qui me donne des moyens technologiques quand même. Donc j'ai fabriqué personnellement, j'ai conçu et fabriqué toutes les machines de production pour le parapluie, dont il y a entre autres une presse hydraulique à pompe manuelle qui pousse 30 tonnes, qui a servi à découper les tissus par paquet, qui a servi à faire de l'emboutissage, de la découpe au poinçon, etc. Voilà, je rentre un petit peu dans le détail technique. Et pendant 1 an à peu près, on a constitué des équipes et on a travaillé collectivement. Les collègues ils venaient dans mon atelier à Alzin et on a fait des journées et des week-ends de production série. Et on a produit 120 et quelques parapluies qu'on a pu vendre donc, sur Internet. On avait mis en place, mon fils qui est un informaticien avait mis en place, avait fait le site et un système de vente par Internet. Et donc ça a été le gros de l'activité pendant 2 ans de cette association, de participer à des événements et de participer aussi à la fabrication de ce parapluie qui nous a permis d'apporter un élément concret. Donc là, les gens pouvaient toucher ce que c'était qu'un parapluie éco-industrie locale, pourquoi il était conçu comme ça. Donc, si j'y donne quelques détails, l'objectif, ce parapluie, la différence, c'est qu'il est d'abord fabriqué localement, avec des moyens technologiques également fabriqués localement. Tout est manuel. Il y a quelques pièces qui ont été sous-traitées à des entreprises locales, surtout à commande numérique, mais beaucoup de fonctions sont manuelles. Les baleines sont en bambou, achetées localement aussi. Le manche, le pommeau sont en bois. Les ferrures sont de l'inox de récupération. Le tissu est acheté neuf, un coton enduit. Donc on avait le souci de ne pas avoir de matière synthétique et d'utiliser un maximum de matières premières naturelles, très peu transformées, parce que dans le concept éco-industrie locale, justement, on a un plus faible impact environnemental si on achète des matières brutes, naturelles, plus on va aller acheter intégrer des produits de synthèse je pense notamment à des résines, à des fibres. Forcément, ce sont des matériaux de synthèse qui sont produits dans une grosse industrie qui demande énormément de moyens technologiques avec l'impact environnemental, énergie grise, consommation de matières premières plus ou moins rares, aussi des mises en lien et des transports à travers le monde entre différentes grandes entreprises. Donc tout ça, ça a un gros impact environnemental. Et donc nous, l'objectif de ce parapluie, c'était d'utiliser un maximum de matériaux naturels ou très peu transformés. L'autre particularité est qu'il est réparable, donc on peut démonter rapidement une baleine, chaque élément, le tissu, on le change en 3 minutes, le tissu interchangeable. Et forcément, un parapluie, quelque chose qui est d'abord solide et réparable, est éternel. Et on résout en même temps la problématique de l'obsolescence
des parapluies classiques. Tout le monde a fait l'expérience. Un petit parapluie acheté à 12 €, fabriqué en Chine. Premier coup de vent, il se retourne et on le met à la poubelle, on ne peut rien faire de plus, quoi. Donc voilà un petit peu. Donc pendant ce collectif a fonctionné pendant 2 ans. Et à l'issue de cette expérience, où on avait fait une part de communication, expliquer le concept, il fallait maintenant, si vous voulez, arriver dans une phase concrète de création d'entreprise. Et à cette époque-là, moi, je ne voulais pas être le porteur d'une entreprise. Et donc, ça, j'ai mis l'activité en sommeil en attendant un porteur de projet. Donc, quelqu'un qui voulait créer une activité économique autour de ça. Moi, j'ai mon boulot d'ingénieur conseil où je fais de la prestation de services et des études pour des sociétés d'ingénierie. Donc, je voulais garder ce métier-là et puis voilà, pas me lancer dans la création d'entreprise. Donc, il y a eu une seconde période qui a démarré maintenant, ça fait 6 mois. Cette période de sommeil qui a duré peut-être 1 an quand même. Il y a un porteur de projet qui s'est présenté, un jeune ingénieur toulousain, Vincent Boyer, et lui qui m'a dit, mais moi voilà, j'ai envie de créer une activité, j'ai envie de créer la première entreprise éco-industrie locale. Et donc depuis 6 mois, bien, on travaille à réfléchir comment produire, comment réaliser cette entreprise-là. De son côté, il devait aussi se libérer de son travail pour pouvoir organiser, avoir vraiment du temps pour s'y consacrer. Donc là, on est dans cette phase-là aujourd'hui. On va peut-être vous poser une ou deux petites questions avant de clôturer là notre entretien. Par exemple, quel intérêt est-ce que vous voyez à la relocalisation dans le monde à venir? En quoi est-ce que c'est un apport pour la résilience des territoires et des communautés locales? Il y a plusieurs intérêts à la relocalisation. Il y a d'abord, et ça on l'a constaté pendant la récente crise du coronavirus, où on a été un petit peu coupé des importations de produits de première nécessité. Donc là où les gens se sont rendus compte que la mondialisation, ou ce qu'on allait acheter partout dans le monde, ce qu'on avait besoin, que ça posait problème. Si on a des conditions politiques et géopolitiques où tout d'un coup ça coince. Donc ça, c'est la première question, la première réponse, relocalisation, parce que sur les biens de première nécessité, c'est indispensable et c'est incontournable. On l'a vu par l'expérience. Le deuxième point, c'est un aspect qui est principalement économique. Alors là, c'est un petit peu long à expliquer, je vais essayer rapidement de faire un historique pour expliquer ça. Il y a quelques décennies, on va dire pendant les 30 Glorieuses, on produisait tout ce qu'on avait besoin technologiquement et nourriture en France. Et ce qu'on appelle la comptabilité nationale, c'est-à-dire la valeur ajoutée, le PIB, on va y venir, forcément, on doit en parler. Le PIB est censé représenter la richesse nationale, donc par son activité, etc. Et il se trouve qu'à cette époque-là, des 30 Glorieuses, les forces productives qu'on avait en France étaient essentiellement humaines, avec quelques machines. Donc, la valeur ajoutée par la fabrication des produits, puisque pour le rappeler rapidement, le PIB, c'est la variation de la valeur, la croissance, c'est la variation du PIB, et le PIB, c'est la valeur ajoutée par les activités économiques des entreprises sur le territoire, y compris étrangères. C'est plus le salaire des fonctionnaires, et plus ou moins des aides, des taxes d'importation, etc. Donc, la valeur ajoutée productive vient directement créer de la richesse économique. Et à cette époque-là, où c'était fait par principalement des salariés, cette valeur ajoutée crée de la richesse dans le territoire. Parce que par les salaires, les gens qui touchent un salaire sur le travail qu'ils ont fait vont dépenser ce salaire sur le territoire et participent à l'enrichissement de l'économie locale en circuit court et dans l'économie réelle locale. Cette manière de produire s'est orientée, s'est complètement transformée au cours des récentes décennies, et plus particulièrement autour des années 80, où le néolibéralisme a pris plus d'ampleur sous l'impulsion de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Et
les forces productives des entreprises se sont plutôt orientées vers de la robotisation. Et donc, quand on produit avec un robot plutôt qu'avec un salarié, on va créer de la valeur ajoutée. C'est le robot qui va créer de la valeur ajoutée. Donc, le retour de cette activité ne va pas se retrouver dans l'économie réelle locale. Elle va se retrouver chez les grandes entreprises qui ont fabriqué ces robots. Et on va donc avoir une externalisation, une fuite de richesses économiques créées par les activités, une fuite du territoire vers des capitalisations, et donc ça va être des fuites d'économies, de richesses qui restent sur le territoire. Donc ça, c'est le deuxième point. Et il y a un autre point par rapport à l'économie sur lequel je voudrais insister, et les économistes libéraux l'occultent volontairement. Une valeur ajoutée créée par effet de commerce n'a rien à voir avec une valeur ajoutée productive. Je prends un exemple. Puisque le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées plus d'autres choses, la valeur ajoutée, par exemple, par une entreprise Amazon qui va acheter un produit chinois à 10 euros, qui va le revendre 100 euros, cette entreprise va créer, par pur effet de commerce, une valeur ajoutée de 90 euros. La différence, c'est que, comme Amazon, dans le système Amazon numérique, il y a besoin de très peu de personnes et très peu de salariés localement dans les entrepôts Amazon pour dégager des chiffres d'affaires énormes et des valeurs ajoutées énormes. On va donc avoir une expatriation des richesses créées par valeur ajoutée de pur commerce qui vont aller directement vers les capitalisations. Et tout ça, c'est compté comme si c'était de la valeur ajoutée, donc de la croissance dans notre pays, alors qu'il n'en reste rien localement et même dans l'économie française, enfin rien ou très très peu, parce que cette valeur ajoutée va directement être exportée vers Amazon, vers les actionnaires d'Amazon et tout le système qui est autour, qui ne fait pas travailler des gens, donc cette valeur ajoutée va très peu, il va en rester très peu sur le territoire. Donc ça, c'est une différence qui est trop occultée par les économistes libéraux et qu'il faut vraiment souligner, quoi. On pourrait par exemple produire avec un cadre éco-industrie locale où on a des beaucoup plus petites, volontairement, plus petites capacités productives, mais ce qui est important, ce qu'on va regarder nous, c'est de faire en sorte que les valeurs ajoutées que l'on crée restent en majeure partie dans l'économie réelle du territoire. Si je prends l'exemple du parapluie, on le vendait 100 euros, sur les 100 euros, il y a 66 euros, c'est-à-dire 66% de son prix qui restait dans l'économie réelle locale. Il n'y a aucun système productif qui en fait autant. Si on prend évidemment le cas d'Amazon, où on va acheter un produit chinois à 10 euros, qu'on va le revendre 100, les 90 euros vont participer effectivement à payer les quelques salariés qui sont dans les entrepôts, qui vont gérer un peu le truc. Vu le ratio entre la valeur ajoutée par effet de commerce et le temps que ça a pris à un salarié local pour faire ça, on est plutôt dans des rapports qui sont inférieurs à 1%, qui va rester dans l'économie locale. Donc ça n'a aucune comparaison en termes de résultats pour l'économie locale. Ce que je veux dire par là, c'est que en fonctionnant d'une autre manière, de la manière du concept de l'éco-industrie locale, pour produire sur nos territoires ce dont on a besoin, non seulement on pourrait très bien diviser par 5 la quantité produite en termes de valeur ajoutée, parce qu'on comprend bien que si il en reste 66% au lieu de 1%, on peut diviser par 5 la croissance, et il va encore en rester 10 fois plus dans le territoire. Donc ça, c'est un fonctionnement économique qu'il faut bien comprendre. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. N'hésitez pas à me reposer des questions si vous n'avez pas bien compris ce phénomène-là, parce qu'il est extrêmement important. Le résultat dans l'économie réelle locale est extrêmement important. Pas de souci, c'était bien détaillé. Si vous voulez rajouter un petit point, après on passera peut-être à une dernière question.
Oui, alors la relocalisation aussi, l'autre intérêt, c'est de faire des choix qui sont motivés non pas par, comme c'est le cas aujourd'hui, ces grandes entreprises, par le profit le plus important et le plus immédiat au détriment de toutes les conséquences environnementales, sociales et autres, c'est de, comment dire, de se réapproprier localement les choix technologiques que l'on veut faire. Et on ne peut le faire que si les entreprises sont ici, à taille humaine, et qu'elles intègrent, comment dire, des valeurs qui sont dans la charte de l'éco-industrie locale, où les consommateurs s'impliquent et se responsabilisent et font, eux, des choix sur, déjà pour définir de quoi on a besoin, et quelles règles on veut respecter, quelles valeurs on veut respecter en produisant ces biens-là. Donc ça, c'est un autre point aussi que l'on ne peut faire que quand on fabrique localement. D'accord, c'était très intéressant. On aura une dernière question. Ça sera comment est-ce qu'on peut vous retrouver, vous et vos activités? Où est-ce que vous êtes actif, par exemple, si vous avez un site internet? Et est-ce qu'on peut vous apporter du coup de l'aide ou vous recontacter pour travailler avec vous éventuellement? Oui, bon, le contact, à l'époque, il y a toujours le site de l'éco-industrie locale, hein. Si vous tapez dans un quelconque moteur de recherche éco-industrie locale, vous trouverez. Il se trouve qu'aujourd'hui, la page Facebook est plus active, c'est plus dans les mœurs d'aujourd'hui. Les gens vont plus aller consulter la page Facebook que les sites internet. Donc on a beaucoup plus de visites sur la page Facebook que sur les sites internet. Donc, éco-industrie locale, moi je ne l'ai pas tapé récemment, là, mais vous allez trouver la page Facebook. Alors, si vous allez sur le site éco-industrie-local.fr, vous aurez aussi le lien vers la page Facebook, évidemment. Et puis, vous laissez des réactions sur la page Facebook quand c'est Vincent qui s'occupe de faire des publications. Voilà, on a essayé sur cette page Facebook aussi de montrer, de faire quelque chose d'assez varié dans les publications, de montrer l'esprit, enfin les technologies des machines, comment elles sont low-tech, et là ça souligne bien votre sujet, puisqu'on voit, il y a une publication qui présente la presse hydraulique de 30 tonnes, là, là on est vraiment low-tech aussi, parce que cette machine-là, je l'ai construite entièrement personnellement dans mon atelier avec un tour et une fraiseuse conventionnelle. Donc des machines, petites machines conventionnelles, et on se rend compte qu'on peut faire des choses quand on est du métier. J'ai aussi, avec mon fils Damien, qui est électronicien et informaticien, réalisé un tour à commande numérique qui est piloté par un logiciel libre, le logiciel MachineKit. Et le bâti, pour information, le bâti c'est un bloc de béton de 840 kg. Donc ça, c'est toute une démarche aussi de dire on a beaucoup moins d'impact sur l'environnement et on peut faire local un bâti de machine-outil très rigide et qui sera forcément très précis parce que la précision d'une machine, c'est sa rigidité. Et c'est piloté par le logiciel libre MachineKit, donc aussi pour mettre comment dire, pour expérimenter, pour montrer qu'on peut faire des machines avec des logiciels libres. Donc là, on est aussi dans cet esprit d'ouverture des technologies, des savoirs, et évidemment à l'opposé des systèmes classiques qui sont des systèmes fermés où on est complètement dépendant du fabricant, on n'a pas du tout la main sur la technologie qu'on utilise, quoi. Donc ça fait partie aussi de la philosophie de l'éco-industrie locale. Bon, merci beaucoup, c'était très intéressant. On rediffusera donc cette vidéo en direct le jour J, et merci d'avoir été avec nous.